Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes ou quelques secondes sans que tout le monde se connecte. On va attendre encore une petite minute et après on démarre. Ok, je pense qu'on peut démarrer. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Maïka, team lead CSM chez Cobra depuis un peu plus de 3 ans. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire auquel vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Donc je suis aussi ici aujourd'hui avec 2 invités d'exception qui vont se présenter dans un instant pour discuter d'un sujet épineux auquel beaucoup d'entre vous seront confrontés ou ont déjà été confrontés. C'est le changement des plans de commissionnement. Donc on va commencer le tour de table. Est-ce que Diva, tu peux commencer et après Jocelyn par exemple? Avec plaisir. Bienvenue à tous du coup sur ce webinaire et merci pour l'invitation. Donc moi c'est Diva, je travaille chez Welcome depuis 8 ans maintenant. Donc, du coup j'ai monté et leadé la fonction RevOps pour la France. Et je travaille aujourd'hui au go-to-market à New York pour Welcome aux US. Et bonjour à tous, de mon côté, donc Jocelyn, enchanté, je suis le CEO de Cano. On est une agence spécialisée sur les métiers de Revenue Operations. Donc on accompagne des entreprises de tout type sur les problématiques de data, de process, d'outils, notamment pas mal d'entreprises dans la tech comme Welcome to the Jungle, Back Market, Aircall, Spendesk, Conto, des sociétés que vous connaissez peut-être bien, et des entreprises plus traditionnelles, grands groupes, ETI ou autres. Super. Donc aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement du retour d'expérience de Diva chez Welcome to the Jungle, qui a été accompagné par Jocelyn et Cano pour mener ce projet qui a été déployé ensuite en utilisant Cobra, que Welcome to the Jungle utilise depuis 4 ans pour donner de la visibilité en temps réel et apporter de la transparence aux commerciaux. Alors, première question, peux-tu expliquer, Diva, le contexte chez Welcome to the Jungle avant le projet? Donc, qu'est-ce qui a motivé le changement chez toi? Et peut-être faire un petit mot sur les limites du modèle que vous aviez précédemment? Carrément, avec plaisir. Je pense qu'au moment où on s'est posé la question de notre modèle de compensation de manière générale, on était dans une période de ralentissement de la performance qui était assez différent et nouveau pour nous VS les précédentes années et ce qu'on avait connu. Et du coup, en travaillant sur notre plan stratégique de retour à la perf, du coup, on est venu à se questionner sur qu'est-ce qu'on avait dans nos moyens pour venir impacter ce retour à la perf. Et notamment, on s'est questionné sur notre modèle de REM variable et on s'est rendu compte qu'il avait effectivement de quoi être amélioré. Donc, on s'est attaqué au projet. On a audité le système qu'on avait et qui était en train de tourner à ce moment-là. Et on lui a trouvé 4 limites principales. La première, c'est la complexité. En fait, on avait itéré sur notre système au fur et à mesure des années que nos process ou nos métiers pouvaient évoluer, plutôt que de le refondre pendant ces moments-là.
Donc du coup, il était devenu, compliqué et trop lourd en tout cas, à opérer. Le deuxième point, c'était, pas assez d'impact, des contributeurs individuels, sur leur rémunération à travers la perf. Notamment parce qu'on avait une grosse part du collectif. À 50%, la rémunération, variable dépendait de la perf, de l'ensemble de l'équipe. Ce qui fait que, un IC, n'avait pas la main pour impacter, sa rémunération à travers sa performance, de façon plus importante. Le troisième point, c'était, l'alignement entre, besoins et performance de la boîte et la rémunération réelle, des équipes, notamment sur certains métiers. Et le dernier point, c'était la fréquence. Historiquement, on était organisé en trimestre et on a mis l'ensemble de nos équipes sur un modèle, trimestriel, alors qu'en fait, la réalité du cycle de vente de certaines de nos équipes pouvait être, plus, courte, que ça. Je pense à nos équipes, par exemple, qui travaillent sur, du SMB, où en fait, on voyait des cycles de vente de 1 mois, en moyenne. Et à ce moment-là, du coup, il était bien plus pertinent, d'avoir un closing, mensuel et des pushs, liés à ce closing, arrivé 12 fois dans l'année plutôt que 4 avec un modèle, au quarter, quoi. Donc, voilà, ça c'était notre état des lieux, initial. OK. Donc à la suite justement de cet état des lieux, donc vous avez fait appel à Kano. Quel était le scope, de la mission? Donc, niveau population, timeline, je pense que ça va intéresser, tout le monde ici. Et quel était pour toi l'objectif numéro 1, pour cette refonte, des plans? Yes, du coup, quitte à s'occuper du projet, on s'est dit: «OK, on y va à fond». Donc on a décidé de scoper, sur l'ensemble des équipes qui pouvaient avoir un impact et un impact suffisant sur le revenu et la perte de la boîte. Donc ça nous a amené du coup à avoir, 130 personnes à peu près, concernées par la refonte, des plans, ce qui correspond à 10 métiers, différents et donc 10 plans de comp, différents. Donc ça allait du growth marketing, au SDR, au sales, le CSM, les AM, la fonction RevOps également. Sur le timing rollout, on a commencé à peu près à la mi-novembre, pour terminer à la fin de Q1 de l'année suivante. Le calendrier était aussi très dépendant de notre calendrier existant de paiement, sur lequel, du coup, qui nous imposait en tout cas un certain cadre, pour le timing dans lequel on allait rollout le projet. Et l'objectif numéro 1, je pense que c'était vraiment d'avoir des plans qui soient, adaptés à chacune des équipes, à chacun des métiers et l'ambition qu'on avait, pour ces fonctions. Heu et d'avoir cet alignement entre, la capacité d'impact d'un IC et l'intérêt et ce qu'on venait chercher en tant qu'entreprise, ou en tout cas le comportement qu'on voulait incentiver. Faire en sorte d'avoir quelque chose de juste et de bien équilibré entre ces 2 éléments-là. OK, très clair. Du coup, Jocelyn, peut-être de ton côté, une fois que vous avez, cadré ce projet-là, comment, la prestation s'est déroulée? En gros, on a suivi une démarche qui était à peu près la même, pour, l'ensemble des équipes qui s'est déroulée en 5 étapes. La première, c'était ce qu'on a appelé la partie pré-projet, donc c'était comprendre déjà ce qu'il y avait en place. Donc, pour tous les plans existants, bah, comprendre comment ils étaient composés, quelles étaient toutes les mécaniques, que ce soit sur les objectifs, que ce soit sur les splits entre le fixe et le variable, les accélérateurs, les timings auxquels on payait ces compensations, et cetera. Et surtout pour chaque, comprendre là où on voulait aller, ce qu'on avait en tête déjà comme premières idées d'amélioration. Donc des premiers éléments un peu de vision qui étaient déjà existants chez Welcome. Donc ça, c'est un travail qu'avait notamment pas mal fait, Welcome en amont même du début de la mission. Donc on est arrivé avec déjà pas mal de documentation à ce niveau-là. On a pu assez vite se mettre au travail sur, l'étape suivante, qui était de faire une première série d'ateliers qui avait vocation à, faire ce qu'on appelait la conception des plans. Donc là, vraiment l'idée, c'était de se poser plutôt
modèle de brainstorm où on y allait équipe par équipe avec les managers et les head-off des différentes équipes sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans les futurs plans. Mais vraiment là dans le détail. Donc redéfinir les KPI sur lesquels on voulait incentiver, les populations en question, reparler, de tous ces sujets qu'on avait abordés un peu dans le pré-projet est-ce qu'on veut mettre des accélérateurs ou pas? Est-ce qu'on veut mettre des décélérateurs? Est-ce que sur certains des KPI, on veut décaper? Est-ce qu'on veut caper? Quel est le poids qu'on veut donner à l'individuel ou pas? Est-ce qu'on veut passer au mois plutôt qu'au quarter si on le peut, comme disait Diva un peu plus tôt? Et en fait, vraiment, l'objectif de ces ateliers, c'était que pour chacune des équipes, on collecte tous les éléments qui allaient impacter la mécanique du plan pour que nous, ensuite, on puisse rentrer dans une phase de travail en back-office où on a fait vraiment la modélisation, donc là dans des fichiers Excel, des plans en question. Donc ça, c'était un travail qu'on a fait vraiment de notre côté, préparatoire à la série d'ateliers qui a suivi, où là, on est plutôt rentré dans le paramétrage. Donc là, l'idée, c'est qu'on prend les modèles qui ont été produits et tous les modèles sont conçus de telle manière à être entièrement où on pouvait bidouiller en fait tous les inputs du modèle. Donc, par exemple, on pouvait simuler si les packages évoluaient, comment ça impactait la REM, si le split entre le fixe et le variable évoluait, comment ça impactait la REM. Est-ce que... pardon, je crois qu'il y avait un petit bruit derrière moi. Est-ce que si on rajoutait des KPI, ça pouvait être intéressant ou pas? Comment est-ce qu'on voulait faire progresser le variable en fonction de la progression de l'atteinte des objectifs? Donc, est-ce qu'à 80% d'atteinte, je veux 80% du variable? Est-ce que je veux 50%, 100%? Toutes ces mécaniques-là, en fait, on les a construites dans l'Excel et dans les ateliers, en fait, on est allé jouer avec le paramétrage pour vraiment atterrir sur des fonctionnements qui étaient ceux qu'on recherchait. Donc ça, forcément, ça se fait pas en un seul coup, donc il y a eu des itérations là-dessus, parce que d'un atelier sur l'autre, on se dit que finalement, on veut voir d'autres choses pour lesquelles les modèles n'étaient pas pensés, donc on va retravailler les modèles. Mais concrètement, c'est cette phase qui est un peu le cœur du projet. La quatrième étape, c'est de rentrer dans un cycle de validation avec toutes les parties prenantes de ce projet, qui ne sont pas seulement les équipes métiers et les RevOps évidemment, mais qui sont en fait notamment finance, RH et légal, qui suivent le projet déjà depuis le début, mais qui vont venir sur la fin du projet valider l'ensemble des décisions que côté métier on imagine prendre. La finance va regarder par exemple à quel point ce qu'on est en train de faire, c'est bien aligné avec les objectifs de dépenses par exemple de la boîte. D'un point de vue RH, est-ce qu'on n'est pas en train de faire des choses qui sont pas la posture que l'entreprise veut avoir vis-à-vis de ses employés par exemple. Et une fois qu'on a obtenu le buy-in de ces équipes-là, on peut rentrer dans la dernière phase qui consiste à communiquer l'ensemble de ces plans aux équipes, faire signer des amendements de contrat quand c'est nécessaire et intégrer les plans en question dans Cobra pour qu'à la date du go live qu'on prévoit, tout soit hyper transparent pour les équipes. On va revenir, je pense, un peu après sur la partie communication, mais cette dernière phase, c'est une des étapes ultra critiques, évidemment, de ce genre de projet, puisqu'on parle d'éléments sensibles à toutes les équipes qui sont concernées. Donc, c'est notamment des sujets sur lesquels il ne faut pas se rater. Ouais, c'est sûr. Et dans les premières étapes, donc où c'est quand même assez technique sur les modèles, etc., comment vous avez fait pour embarquer les équipes pour justement co-construire avec eux ces modèles-là? Ouais. Typiquement là-dessus, l'élément important, c'est que c'est pas du tout un travail qu'on a fait en chambre avec les RevOps et Cano. Le gros point, c'était de le faire avec les équipes en question. Donc, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois, pour chacun des métiers, on avait un ou deux managers de l'équipe, plus le head-off, et les RevOps et Cano. Donc, en gros, ça faisait quand même une bonne équipe à chaque fois de réflexion autour des sujets, et surtout d'embarquer le métier là-dedans, c'est aussi s'assurer que on n'est pas en train de créer quelque chose qui va générer de la frustration ou quoi, et
Et du coup, ça, c'est quelque chose d'assez important. Ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là, hein, mais je pense que les éléments ultra importants là-dedans, quand on construit, c'est de garder quelque chose de simple quand on construit avec le métier. Donc typiquement, souvent, les équipes métiers vont vouloir mettre plein de choses dans le modèle de REM, donc traquer plein de KPI, etc. Ce sur quoi il faut pas mal se limiter. Qu'il y a forcément des choix à faire, des sujets sur lesquels il faut trancher. Il y a des biais dans tous les modèles qu'on construit sur lesquels il faut être OK, s'aligner sur qu'est-ce qu'on est prêt à garder dans le modèle ou pas. Mais globalement, ouais, c'est un boulot qui s'est plutôt bien déroulé, en tout cas dans l'exemple qu'on a eu avec Welcome. Tu dis que ça s'est bien déroulé. Diva, est-ce que tu peux nous dire justement quel a été l'accueil des équipes en interne de ton point de vue? Yes. Chez nous, les équipes elles étaient contentes qu'on s'attaque au sujet parce qu'effectivement, le constat que je partageais au tout début, elles aussi nécessairement le constaté pour elles. Ceci étant dit, nécessairement, on vient toucher à la REM. Je pense que c'est un des sujets les plus sensibles et qui peut être le plus brillant pour des équipes. Donc là-dessus, c'était communication ultra claire et calendrier ultra clair auquel on devait absolument se tenir. Donc ça, c'était peut-être un peu le premier layer super important qu'il fallait qu'on garantisse. Et après, il y a un truc qui a fait la différence aussi, c'est que tu peux partager ta nouvelle politique de REM et ce que tu veux faire, ça reste assez conceptuel ou philosophique. Ce qui a fait la diff, c'est quand du coup Kano a produit en fait un Google Sheet avec lequel chaque contributeur pouvait jouer en mettant ses variables. Donc quand je dis ses variables, pardon, enfin ces différents facteurs. Si j'atteins tant de perf et que mon package est à tant, en fait combien je gagnerais. Et là, ça vient apporter du concret à du coup ces concepts qui peuvent manquer de ne pas être suffisamment palpables pour les teams. Donc ça nous a vraiment bien aidé pour l'accueil des équipes. Et après, nécessairement, vu que le scope, en tout cas, on avait 10 teams différentes qui étaient concernées, il y a certaines pour lesquelles il y a un peu plus de changements que d'autres. Sur du sales, c'est assez simple, hein, on ne va pas réinventer la roue. Sur d'autres équipes, il y a un peu plus de complexité. Faut maintenir de l'awareness sur la conduite du changement que ça peut nécessiter sur certains métiers. Mais globalement, en tout cas, l'accueil était bon. Top. Et donc malgré ce très bon accueil, quel a été pour toi le plus gros défi de ce projet? C'est assez clair et en fait la politique de rémunération variable, c'est un facteur ou la traduction de l'ensemble d'une stratégie, d'une organisation commerciale et même d'un équilibre financier qu'il y a derrière. Donc je pense que quand on s'attaque à revoir son modèle de REM, il faut être prêt à répondre et à tacler ces questions. Quand je parle de ces questions, c'est ce métier, quel KPI il doit impacter, à quel niveau. Derrière la question du variable se pose la question du niveau de target. Et du coup, entre ce que mes équipes me coûtent et ce que mes équipes doivent me rapporter, est-ce que l'ensemble de mon modèle, il est cohérent? Une fois de plus, sur des populations comme les populations sales, c'est assez simple à calculer. Sur des équipes de support client, c'est un peu plus complexe. Et du coup, il faut être prêt à se poser et débattre de ces questions en interne. Si j'y vais très concret, par exemple, mes CSM, qu'est-ce qu'ils doivent impacter et quel est le résultat final qu'ils doivent apporter? Est-ce que c'est une net revenue retention améliorée? Mais si jamais c'est ma net revenue retention, est-ce que je réponds à mon principe où je veux que mes IC ils aient une capacité d'impact suffisante sur le KPI sur lequel ils vont être incentivés? C'est ce genre de choses où il faut être prêt à s'attaquer à ces questions de fond et les discuter entre les heads et les 2 autres fonctions que mentionnait Jocelyn, qui sont du coup les équipes RH et les équipes finance, puisqu'on touche aussi à la politique de REM globale et l'équilibre financier global de la boîte et dans quelle direction on a envie aussi que
ça évolue parce que c'est l'occasion de les questionner. Donc en ce sens, c'est pas si léger. Il y a des questions stratégiques, derrière ce que traduit un modèle de REM et un modèle de REM variable. Donc je dirais que c'était ça le plus gros défi. Vous n'avez peut-être pas pris la mesure, de ces questions un peu qui sont fondamentales pour qu'après, en fait, bah, le rollout glisse, quoi. Et pour rebondir là-dessus, typiquement, le KPI que tu mets dans le modèle d'une équipe, en fait, ça traduit le rôle que tu veux qu'elle ait. Et en fait, quand tu discutes des KPI en question, finalement, la question que tu te poses, c'est celle du rôle. Et typiquement, l'exemple des CSM, c'est un bon exemple, quoi. Si tu mets du net revenue retention, bah, c'est presque un rôle proche du commercial. VS, si tu mets de la CSAT, par exemple, c'est plus un rôle d'adoption et de satisfaction. Et finalement, au moment où tu parles de ces KPI-là, la conversation, elle escalade à un niveau bien plus élevé de, en fait, c'est quoi le rôle de cette équipe? Parce qu'au-delà de leur rollout à un nouveau complan, bah, si dans les décisions que tu prends des décisions qui ne sont pas tout à fait alignées avec le rôle qu'elles ont actuellement, au-delà du complan, en fait, il faut aller aussi leur vendre le changement de rôle qu'ils doivent avoir à l'avenir et qui est la raison pour laquelle on fait évoluer le complan, quoi. Donc ça devient vite très méta comme discussion. Ouais, je pense que ça a été assez challengeant pour vous deux. Mais pour toi, Jocelyn, du coup, quel plan spécifiquement a été le plus challengeant? Est-ce que c'était les CS? Est-ce que c'était autre chose, du coup? Je vais en citer deux. Alors chez Welcome, enfin, Diva, on pourra l'expliquer peut-être mieux que moi s'il faut, mais il y a une équipe Enterprise qui a été un peu un challenge dans le sens où c'est une équipe qui traite de beaucoup de sujets différents, à la fois du newbies, de la rétention, de l'upsell, cross-sell, etc., etc. Et en fait, quand on a plein de casquettes comme ça, en tant qu'équipe, le premier réflexe d'un point de vue complan, c'est de vouloir mettre plein de KPI dans le complan pour refléter toutes les casquettes. Ce qui souvent n'est pas forcément une bonne pratique pour deux raisons. La première, c'est que ça rend les choses complexes à comprendre pour les équipes parce qu'on commence à avoir des logiques de calcul qui sont un peu touffues. Et derrière, le deuxième point, c'est que c'est dur à opérer en fait pour les équipes aussi au quotidien parce que ça demande de traquer énormément de choses et ça peut vite devenir compliqué. Donc l'équipe Enterprise, pour le coup, c'est une équipe qui a été un peu un challenge. Et typiquement, là où sur la plupart des autres équipes, on a réussi à bien s'en tenir à 1 ou 2 KPI max par compensation plan, on n'a pas réussi à s'y tenir sur l'Enterprise. Et le deuxième exemple qui a été un peu challengeant, ça a été l'équipe CSM, où là, typiquement, en termes de rôle, ce qu'on se disait, c'était que le rôle de cette équipe, c'était vraiment de pousser des sujets d'adoption et de satisfaction. Donc, la vision, c'était de les incentiver notamment sur des métriques de CSAT. Sauf qu'en fait, à cette époque-là, la collecte de la CSAT, c'était pas quelque chose qui était structuré, en tout cas de manière suffisamment poussée chez Welcome pour pouvoir en faire un composant de complan. Et donc, on s'est retrouvé face à une situation où ce qu'on avait envie d'y mettre, on pouvait juste pas le faire, quoi. Donc, on a dû faire un complan intermédiaire pour l'équipe CSM qui se basait sur des métriques de volume d'activité qui n'étaient pas idéales, qui n'étaient pas ce qu'on voulait pour le long terme, mais qui était le meilleur proxy qu'on avait dans le court terme pour pouvoir faire cette transition. Donc, je pense que ça a été les deux principaux qui nous ont fait nous poser pas mal de questions et faire pas mal d'itérations, là où effectivement, comme disait Diva, des exemples comme des SDR ou des AE, on est resté sur des choses extrêmement classiques, les AE sur les montants d'ARR qui étaient rapportés avec des choses linéaires jusqu'à ce que tu atteignes ta target et des accélérateurs une fois que tu avais dépassé ta target. Et finalement, c'était très bien. On ne réinvente pas la roue, les équipes elles comprennent bien et on sait exactement quel comportement on cherche à aller impacter avec ces métriques et ces accélérateurs-là, quoi. Ouais, c'est un peu plus simple à aligner avec la stratégie de l'équipe. Une fois que ces plans-là ont été définis du coup par vous, comment est-ce que vous avez prévu le rollout global aux équipes? Donc, d'abord toi, Jocelyn, et peut-être que Diva, tu peux amener ton point de vue aussi. Ouais. Et ça, on le mentionnait au début, je pense que c'est vraiment un des éléments les plus critiques. Donc là, en termes de livrables, déjà, comment ça s'est structuré, c'est donc on avait un espèce d'énorme tableau de synthèse qui récapitulait tous les composants de tous les complans de toutes les équipes. Et mine de rien, en fait, dans un complan, il y a quand même pas mal de choses, hein, entre
le split entre le fixe et le variable, le split dans le variable des différents KPI si tu en as, le split entre la partie collective et la partie individuelle, les mécaniques d'accélérateur et décélérateur sur tous les KPI, la fréquence à laquelle tu payes, etc. etc. Enfin, ça devient vite quelque chose d'assez touffu, surtout que dans un certain nombre de cas, il va y avoir des edge cases. Par exemple, chez Welcome, il y a de la vente indirecte, donc il faut prévoir les edge cases des cas où on passe en partie par de la vente indirecte, par exemple. Donc, il y a tout un tas d'éléments comme ça c'est super important d'avoir une vue assez macro quand même de l'ensemble de ces éléments pour être sûr qu'on n'est pas en train de faire de bêtises. La deuxième chose, c'était, Diva l'a mentionné, pour toutes les équipes, il y avait des Excel de modélisation précis qui retranscrivaient toutes les mécaniques du plan. Diva l'a mentionné aussi, il y avait les Excel de simulation qu'on a fournis aux équipes. Donc vraiment, ça, c'était des petites moulinettes pour les équipes, pour qu'elles puissent se projeter dans leur cas particulier à eux. Donc le complaint était modélisé dedans, mais eux, ils pouvaient mettre en input combien je gagne, combien je vais faire de ma target le mois prochain, combien ça me fait d'euros à la fin en bonus, quoi. Donc c'est vraiment des choses ultra concrètes pour pousser à l'adoption, en fait. Une doc Notion qui réexpliquait toute la logique de tous les comptes plans pour chacune des équipes, qu'on mettait à disposition des équipes, où là, on expliquait aussi le pourquoi les choses étaient faites de cette manière, les edge cases aussi, et un équivalent de présentation PowerPoint de cette page Notion qu'on a utilisé, donc dans lesquels il y avait les mêmes contenus, mais que là, on a utilisé pour les meetings de présentation, en l'occurrence des nouveaux complaints, des introductions de ces complaints. Globalement, en fait, ouais, la documentation sur un sujet complexe comme celui-ci, c'est méga important pour qu'il n'y ait vraiment aucun doute qui puisse subsister à l'issue des présentations sur les sujets. Il y avait des sessions de Q&A, on a documenté après toutes les questions qui étaient remontées, on y a apporté des réponses par écrit qui étaient dispo dans les Notion en question pour que vraiment, il n'y a aucun doute. Et en fait, la manière de présenter dans des moments comme ça, c'est un peu ce qui peut être make or break d'un point de vue de la réussite du projet, parce que entre présenter la même chose d'une manière un peu brouillon ou d'une manière où on met pas forcément l'accent sur tout ce que l'équipe en face a gagné avec le nouveau comp plan, par exemple, bah, ça peut tout changer entre un accueil plutôt positif où les équipes se disent ouais, c'est super clair et c'est beaucoup plus intéressant pour moi, VS, j'y comprends rien, j'ai l'impression que je vais perdre de l'argent. Ouais, je vois. C'est sûr. Et du coup, toute cette documentation a permis d'aligner tout le monde. Diva, de ton côté, ouais, tout ça a été bien perçu. Vous avez tout présenté du coup dans des kick-offs aux différentes populations. Oui, tout à fait. Et c'était important aussi qu'on fasse du projet un projet interne, bien que ce soit fait accompagné par Kano et que ce soit pas un peu un effet les consultants nous ont dit que. Donc pour l'adoption, c'était important que ce soit porté par le leadership et les managers qui ont participé opérationnellement pour la légitimité et le buy-in quoi, de ces plans. Et après, nos équipes, il y avait des principes un peu fondamentaux qu'elles connaissaient déjà, puisque nous, on utilise Cobra depuis 4 ou 5 ans. Donc, on avait toujours dit, OK, sur nos modèles de REM, on veut de la transparence, on veut de la lisibilité, on veut qu'un niveau de perf puisse être traduit en un niveau de rémunération pour chacun des IT et qui voit, OK, quelle est la prochaine étape à aller chercher pour venir déclencher une progression de sa REM. Donc ça, c'était pas nouveau pour eux. Et du coup, d'un point de vue pur ops sur le rollout, en fait, c'était assez nickel. On avait nos plans actuels qui continuaient de tourner. Et en fait, en back-office, avec les équipes Cobra, mais de toute façon, tout du long du projet, on a fait ping-pong pour s'assurer de la faisabilité de ce qu'on voulait implémenter, d'être sûr de ne pas avoir de limitations techniques. C'était pas le cas. Et en fait, on pouvait faire la simulation en plus intra-Cobra avec le modèle qu'on projetait. OK, quel est leur niveau de REM actuel et qu'est-ce qui toucherait avec le nouveau modèle. Donc, c'était vraiment genre parfait. Il y a une simulation supplémentaire qui était possible. Et dès qu'on a été prêt, en fait, on a juste clic pour Go Live les plans qu'on avait déjà construits, testés. Donc, on a eu 0 discontinuité. Et entre les deux modèles, et ça, c'était parfait et cool d'avoir un outil qui nous le permette, quoi.
Top. Bah, je pense qu'on va arriver vers la fin de cette présentation. Ensuite, on pourra passer à vos questions. Donc, mot de la fin, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui va se lancer dans le projet de refonte de ses plans? Donc là, c'est la bonne période. Vous avez commencé en novembre. Donc, peut-être d'abord Jocelyn, puis Diva. Ouais, moi je l'ai mentionné un peu rapidement un peu plus tôt. Le premier point que je citerai, c'est que il faut être conscient que le modèle parfait, ça n'existe pas. Et que tous les modèles sont biaisés par essence, c'est comme ça, c'est normal. Et qu'en fait, la vraie question, c'est pas tellement est-ce qu'il y a des biais dans mon modèle et de vouloir tous les éliminer, c'est plutôt bien s'assurer qu'on est conscient des biais du modèle qu'on a et est-ce qu'on est OK ou pas avec ces biais-là. Par exemple, un exemple concret de ça pourrait être pour une équipe d'account exécutive. Il y a souvent, par exemple, la question de sur quelle temporalité, enfin, sur quels éléments de date on va payer les commissions. Est-ce que c'est en fonction du booking du client? Est-ce que c'est en fonction de l'onboarding du client? Est-ce que c'est en fonction de la facturation du client? Et en fonction de la date qu'on choisit pour ça, ça va driver des comportements qui ne sont pas forcément les mêmes. Et la question, c'est quel est le comportement qu'on veut driver. Donc, par exemple, si on prend le booking, ce qui est sûr, c'est que l'AE, il va complètement se désintéresser du client dès que c'est signé. Il ne va pas du tout aller pousser pour que l'onboarding soit bien exécuté le plus vite possible ou pour être sûr que la facture a bien été payée, par exemple. Et c'est peut-être OK parce que l'objectif de l'entreprise à ce moment-là, c'est de maximiser le temps passé par les AE à closer le plus de clients possible, quitte à avoir un peu de drop à l'onboarding. VS, on veut maximiser, le cash, donc on va payer la compte exécutive seulement au moment où le client est facturé, voire où on est payé, pour qu'on s'assure que si jamais il y a des problèmes à ce niveau-là, l'AE va aller traquer le client avec l'onboarder, avec l'account manager, par exemple. Ça, c'est ce genre de questionnement qu'il faut avoir sur tous les éléments du plan. Ça, c'en est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Le deuxième aussi, donc le deuxième sujet d'attention, je pense, on l'a pas mal évoqué jusqu'à présent, c'est le fait de garder des plans qui soient le plus simple possible. En gros, les comp plans, l'objectif, c'est de motiver les gens et la motivation, elle vient avec le fait de comprendre ce qu'on a, ce sur quoi on est payé. Si on construit des usines à gaz, pardon, les gens, s'ils ne comprennent pas ce qu'ils peuvent faire de plus à l'échelle unitaire chaque jour pour gagner plus d'argent, en fait, le comp plan, il perd complètement sa vocation qui est de driver des comportements. Et dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est la communication qui est ultra, ultra clé. Les gens, dans des moments comme ça, ils vont plutôt spontanément avoir tendance à avoir un peu peur de ce qui se passe et à voir ce qu'ils ont à perdre plutôt que ce qu'ils ont à gagner. Donc, c'est ultra important d'être capable d'expliquer la vision, pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce que ça va apporter aux gens, qu'est-ce qu'ils vont avoir à y gagner. Parce que dans tous ces modèles-là, c'est sûr que par rapport à avant, il y a des choses à perdre, mais en fait, souvent, il y a aussi des choses à gagner. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant dans la com pour que les gens se projettent et prennent les choses positivement, quoi. Ouais, très clair. Je pense que tu es complètement aligné avec ce qu'on croit aussi chez Cobra. Plus c'est simple, mieux c'est. Diva, du coup, tes mots de la fin et après on passe aux questions. Yes, on l'a évoqué précédemment aussi, mais je pense ne pas sous-estimer la nécessité de la collaboration et d'impliquer les différents interlocuteurs. Côté RevOps, on peut se dire, OK, je sais à peu près ce qu'il faut faire, je définis mon plan et puis ensuite je partage, mais c'est plus collectif que ça. La finance, les RH pour toutes les dépendances qu'il peut y avoir et ensuite les managers pour la légitimité. Ensuite, auprès des équipes opérationnelles. Définir un tronc commun et en tout cas les principes fondamentaux qu'on veut à travers ces plans-là. C'est important parce que ça reste aussi un peu la ligne directrice à laquelle on peut se rapprocher ou en tout cas se raccrocher quand on arrive à des fois des niveaux de débat qui peuvent être un peu élevés ou en tout cas s'éloigner des questions de base.
Et le troisième, lié au défi numéro un, du coup, qu'on a vécu, nous, et ces questions un peu fondamentales et structurantes qu'on peut se poser. Je trouve qu'une façon d'opérer, c'est de se dire, je prends comme point de départ le modèle de mes rêves et le scénario idéal, et ensuite je vois quel compromis je dois faire ou qu'est-ce que je suis capable de changer opérationnellement, et du coup, ce sur quoi je suis prêt à lâcher par rapport à mon plan idéal. Plutôt que de l'inverse, en disant, «Bon, bah, voici l'ensemble de mes contraintes», et qui du coup peut donner moins de liberté, ou en tout cas, moins de changements, ou des limites à ce qu'on souhaite faire, et roll out. Top. Ben, merci beaucoup pour vos insights à vous deux. C'est très intéressant. On a reçu des questions sur le chat. Donc là, on a une vingtaine de minutes pour y répondre. Alors, si on prend la première question. Donc, quels sont vos retours d'expérience sur les modèles de rémunération en go-to-market? Question de Vigée. Je sais pas lequel veut la prendre. Ouais. Est-ce que les participants ont la possibilité de prendre la parole? Non. Ah, OK. Je pense qu'on entend par en go-to-market, ouais, c'est ça que tu allais peut-être demander. Exactement, ouais. Est-ce que Bah, peut-être que la personne va taper sur le chat, mais je pense que le go-to-market, ça doit être les sales, les SDR, tout ce qui est les premières étapes de vente. Peut-être premier élément de réponse, et Diva, je te laisse compléter si tu as d'autres insights, mais je ne sais pas exactement ce que tu entends, Vijay, par là, mais typiquement, si tu es dans une phase de go-to-market pour la boîte où l'enjeu, c'est d'aller prendre des parts de marché, etc. etc. L'exemple que je citais tout à l'heure, je pense que c'est un bon exemple de réflexion à se poser où, par exemple, tu vas plutôt incentiver des équipes SDR ou des équipes AE pour les AE, par exemple, tu vas plutôt les incentiver sur du booking, par exemple, plutôt que du revenu collecté, parce que ce que tu veux, c'est qu'ils aillent faire le plus de booking possible. Sur des SDR, tu vas plutôt les incentiver sur je sais pas, du volume de meeting booké, plutôt que que mettre une grosse composante, par exemple, sur l'ARR qui vient des meetings qu'ils auraient bookés. Donc, en fait, je ne sais pas si je comprends bien ta question, mais en tout cas, j'y répondrai avec en gros des KPI qui sont très axés sur le fait d'avoir une grosse vélocité, parce que justement, tu es dans une phase où tu es en croissance, tu veux prendre des nouveaux marchés avec une équipe BDR. Ok, je crois que du coup, ça colle à peu près Ouais. ce que j'en comprenais, ce que j'ai répondu, mais je ne sais pas si Diva, toi, tu as d'autres avis là-dessus. Ouais. Je dirais qu'en fait, tu as pour ton équipe qui roule et ton système qui est ongoing, tu peux garder tes principes fondamentaux, ou en tout cas le modèle que tu as dessiné. Et après, tu peux nous, ce qu'on a fait, on a eu des sorties de produits différentes. En fait, tu peux dire, OK, là, j'ai un produit qui sort, celui-ci, en fait, temporairement et pour son lancement de marché, j'ai mis un accélérateur. En fait, l'ensemble des facteurs que tu as définis qui vont venir impacter ton système de comp plan, tu peux décider pour un moment donné, tu as une politique de multi-year que tu veux absolument forcer cette année, ça, tu l'incentives différemment à l'instant T et sur seulement ton Q4. Ton nouveau produit de sourcing, il compte double jusqu'à la fin de la période de soft launch. Et un autre point qui me vient en tête aussi d'ailleurs là-dessus, c'est, je ne sais pas dans ton cas s'il y a l'aspect nouveau marché, c'est aussi un peu un aspect où il y a de l'expérimentation, où on teste des trucs, etc. Mais par exemple, quand on est bien en place, on crée des comp plans avec des mécaniques un peu plus complexes, typiquement avec une dépendance à des targets ou à des choses comme ça. Là où quand on est dans des phases de go-to-market, de nouveaux marchés, de tester des trucs, c'est bien de faire des choses encore plus simples que ce que tu ferais habituellement. Du style, genre par exemple, même pas de target, c'est juste, tu prends, t'as un AE, c'est un take rate sur l'ARR, et c'est tout. Oui. Et tu prends 5, 7, 10% sur l'ARR. Pas de target parce que tu ne sais pas où on t'en est, tu ne sais pas comment fixer des bonnes targets. Si tu te plantes sur la manière de fixer les targets, en fait, tes AE, ils ne vont pas être payés à la juste valeur de ce qu'ils ont fait. Du coup, ils ne vont pas être contents. Du coup, tu vas créer des mauvaises dynamiques dans les équipes.
Donc voilà, tant que tu sais pas vraiment comment le faire parce que tu as peu de recul, parce que c'est un nouveau marché, juste un truc ultra simple du style tech rate sur l'ARR. Ce genre de réflexion, je pense que ça peut aider aussi dans des cas de nouveaux marchés. Top. Merci. On peut peut-être passer à la prochaine question. Alors, c'est lié à ce que vous avez dit. Donc, un impact de la validation en fin de réflexion, n'est-ce pas un sujet à embrasser assez rapidement au cas où il y aurait des infos qui puissent impacter la réflexion? Ouais, là, on l'a un peu simplifié dans la presse, mais dans les faits, les RH, les gars, les finances n'ont pas découvert ce qu'on était en train de produire, à la fin. On avait pas mal de points, tout le long du projet, pour leur présenter les avancements, et cetera, et cetera. Et c'est même arrivé plusieurs fois que la CFO de Welcome nous redirige un peu sur certains des plans où on prenait des directions, qui n'étaient pas alignées avec la vision financière qu'elle avait pour l'entreprise, ce qui nous a amené à refaire des ateliers, et cetera, et cetera. Donc, c'est juste qu'à la fin, on tamponne vraiment bien tout avec tout le monde, mais évidemment que oui, il faut absolument que ne pas le faire qu'à la fin, sinon tu risques de repartir pour autant de travail que ce que tu as déjà fait, alors que tu aurais pu éviter ça, quoi. Mmh. Pour info, la refonte des plans de compte peut nous figurer aux OKR. Et de fait, enfin ça c'est on a une planification et c'est un élément partagé sur lequel on flague nos dépendances et du coup HR et finance étaient bien au courant qu'ils auraient une contribution attendue, là-dessus. Top. Alors, prochaine question. Ça, c'est une question intéressante parce qu'un peu moins classique, je pense. Comment avez-vous fait pour les équipes qui sont liées aux équipes commerciales, mais qui sont plus support? Donc, RevOps, Business Ops, Tech, PMO. C'est vrai que c'est un peu moins classique de mettre des modèles de REM pour ces populations-là. Donc, très intéressant. Vas-y, Jost, si tu veux, je compléterai. Sur, typiquement sur des exemples comme les RevOps, les choix qui ont été faits, qui je pense franchement étaient les bons, c'était en fait, c'est des équipes qui sont, un peu plus support comme, tu le dis Jeanne, et donc c en fait, il peut y avoir plein de projets, plein d'initiatives qui vont rentrer dans le boulot des RevOps, qui vont impacter les métriques de la boîte de plein de manières différentes. Et en fait, le choix qui a été fait, par exemple, pour ces équipes-là, c'était d'incentiver les RevOps sur, les principaux KPI de l'entreprise. Donc, je crois que c'était ARR plus, churn, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, oui, tout à fait. Et en fait, de cette manière, ça restait super simple et ça alignait vraiment bien les RevOps avec, le rôle qu'ils sont censés avoir, qui est de soutenir les équipes en question. Donc là, ce que ça manifestait, c'était le soutien aux équipes, d'acquisition et le soutien aux équipes aux équipes clients, quoi. Et je pense que c'était la bonne manière de faire parce qu'après de vouloir rentrer dans des trucs trop détaillés, tu finis par incentiver sur des choses sur lesquelles les RevOps, par exemple, n'ont pas un impact direct ou alors qui les amènerait à négliger d'autres pans de l'entreprise qui sont censés soutenir, en fait, de par leur job. Donc, pour des équipes comme ça, moi, je pense que c'est un peu ce genre de logique qu'il faut s'appliquer, ouais. Et on est venu toucher aussi au split entre fixe et variable, du coup, qui n'est pas tout à fait le mode de calcul, mais comme on sait, on a décidé de réduire la part de variables qu'on avait dans l'ensemble sur notre outil. Et après, parce que là, je vois que tu mentionnes la tech, sur des équipes qui sont vraiment plus loin du revenu, donc qui n'ont vraiment pas d'impact direct, c'est poser la question, quand on a scopé le projet, est-ce que de manière générale, pour l'ensemble de notre politique de rémunération, ça c'est une question RH, on veut qu'il y ait un élément de performance à fin d'année, d'avoir un initiative là-dessus. Et ça, c'est une question qu'on a laissée à la politique générale. En l'occurrence, la réponse pour nous était non. Mais c'était une question qui est vraiment partie côté RH et philosophie de comp et qu'on a décorrélé de la partie impact du modèle de rémunération variable des équipes revenues sur la performance. Top, merci beaucoup. Prochaine question. Donc, pendant la phase de conception, est-ce qu'il vous est arrivé de réaliser que certains KPI tiraient vos équipes dans des directions différentes? Comment vous en êtes-vous rendu compte pour réaligner tout le monde? Pareil, tu me dis, Diva, si tu veux y aller, mais
Le premier point qui me vient en tête là, qui était, je crois pas qu'on ait eu de cas où on se disait qu'on tirait dans des directions différentes, mais on a eu par exemple plusieurs cas où on se disait qu'on incentivait plusieurs équipes sur les mêmes choses. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt sur les questionnements autour du rôle de chaque équipe, notamment quand on discutait des équipes onboarding, CSM, account manager. Il y a eu tout un tas de réflexions sur qui va être incentivé entre le churn, entre les upsells, la CSAT, toutes ces choses-là. Comment on répartit ces métriques-là dans des différentes équipes pour pas qu'il y ait d'overlap, pour pas payer plusieurs fois, par exemple, le même client à 2 équipes différentes, entre guillemets. C'était un peu plus des questionnements d'overlap qu'on a eu plutôt que des questionnements de tirer dans des directions différentes, j'ai l'impression. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Diva, mais Oui, tout à fait. Je pense que d'aller dans des directions différentes, c'est peut-être un peu trop fort. Après, effectivement, ça fait partie de la réflexion que de te dire si telle équipe, je pousse à tel comportement, quel impact ça a sur l'équipe qui est juste après, dans la plupart du temps. Donc, typique, tu as ça du SDR pour l'AI ou du CSM pour l'AM qui va être en charge du renouvellement de contrat à proprement parler. Donc, je dirais d'avoir conscience de ça, de genre quel est l'impact, pas sur juste cette équipe à cette étape du funnel, mais sur les équipes à proximité dans le funnel, ça t'aide à vérifier que ok, tu vas dans le bon sens par rapport à ça. Et peut-être on peut illustrer l'exemple que tu as donné sur SDR et AI. Je pense que c'est un bon exemple. Je ne sais pas si tu veux le faire, mais Ouais, carrément. Pour les SDR, en fait, on a ajouté la partie du collectif qui était sur la RR signée, qui est du coup le même objectif que les sales. Et du coup, nécessairement, ils ont tout intérêt à pousser dans le même sens. Et ce qu'on a fait aussi côté SDR, qui était une évolution par rapport à avant, c'était que avant les SDR, ils étaient objectivés juste sur les meetings bookés. VS, là où on est passé sur des meetings, c'est des meetings validés quoi, par les AE, où en fait, ouais, enfin non, mais ce que tu as dit est vrai aussi. Les 2 points sont des bons points, mais où on est rentré dans une logique de le meeting, la démo qui était bookée par le SDR ne comptait pour son bonus que si l'AE l'avait validé comme étant faite et comme étant une vraie opportunité pour Welcome d'avoir un client. Donc là, pareil, c'est pour bien aligner les 2 équipes et pas les tirer dans des directions différentes, là où un SDR pourrait avoir tendance à vouloir shipper plein de meetings qui ne seraient pas forcément quali et qui finiraient par faire perdre du temps à l'AE, quoi. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Jeanne. Y a-t-il une transparence inter-équipe? Est-ce que les CSM connaissent les mécanismes de l'équipe Enterprise, par exemple? Yes, et carrément. Ça, je pense que c'est un choix de boîte. Je recommanderais celui-ci parce que si jamais tu te dis que tu as des choses qui n'auraient pas envie que d'autres équipes soient au courant, et qu'il y a probablement quelque chose qui n'ira pas dans le bon sens à un moment donné sur le modèle. Mais oui, pour nous, tout est accessible, toute la documentation à l'ensemble des équipes. D'ailleurs, comme on a rollout avec différents phasing, c'était l'opportunité aussi que les gens se parlent de leur expérience. On a aussi une politique, nous, de transparence sur les niveaux de perf. Donc bon, ça allait avec un élément culturel de boîte aussi. Mais je le recommanderais en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Ok. À quel moment est-ce pertinent de se poser la question d'un outil comme Cobra, de la part de Dylan? Je vais répondre rapidement. Je pense qu'il y a deux moments clés. En fait, ça peut être soit en train de refaire les plans parce que donc toute la partie que Kano a faite sur les sheets, etc., c'est possible de le modéliser sur un outil comme Cobra pour justement se faire une idée de ce que ça peut donner. Ou alors, une fois que vous avez vos plans et que vous êtes prêt à déployer, pour s'assurer, comme Diva le disait plus tôt, que vous avez de la transparence, que vous donnez de la visibilité aux sales et que vous parvenez donc à bien aligner vos sales avec la stratégie de la boîte et les comportements que vous voulez qu'ils aient. Donc voilà, ça peut changer la donne parce que vous pouvez vraiment donner de la visibilité sur le potentiel d'un deal, faire des simulations, etc. Donc je pense qu'il y a ces 2 moments clés qui sont intéressants. Et si je peux compléter, Ouais, bien sûr.
Et il y a aussi, en fonction de à quel point c'est complexe de les runner, au quotidien, C'est vrai. de faire ça parce que, moi je l'ai vécu typiquement quand j'étais chez Payfit, où à une époque où la boîte commençait à devenir grosse, où on avait vraiment beaucoup d'équipes, notamment côté sales quand j'étais côté sales ops. Et moi, il y a une époque où je passais 3 jours par mois à runner des complanes et du coup où on galérait toujours à s'y retrouver sur ce qu'on avait fait par le passé, où il y avait plein de edge cases, et cetera, et cetera. Donc, il y a un moment comme ça où juste, tu es obligé de passer à plus de professionnalisme en termes de process pour runner les compes, parce que, parce que l'orga en est à un stade où elle le demande, quoi. C'est vrai, très bon point. Merci d'avoir complété ça. Je crois qu'on a une dernière question de la part de Jeanne encore, et je pense que c'est intéressant pour rentrer vraiment dans le concret chez Welcome to the Jungle. Donc, comment avez-vous procédé pour les différences entre KPI de la team et la partie individuelle? Quel ratio suggérez-vous, pardon? Donc, je crois que c'est un des points clés que vous avez décidé de changer. Donc, je pense que c'est intéressant, Diva, que tu nous en dises un peu plus. Carrément. Pour détailler un peu où on en était chez Welcome précédemment, c'était donc 50% d'indiv et 50% de collectif. Et en fait, ce 50% de collectif, il se divisait en deux. Donc, il y avait la première moitié de ces 50% qui était sur la performance de la sub-team à laquelle un IC appartenait. Et l'autre moitié sur l'intégralité de la team. Donc, par exemple, sur nos sales, on avait 4 teams. Tu avais 25% sur ton équipe, 25 autres % sur l'ensemble de l'équipe et ensuite 50% de toi, ce que tu as fait. Et là-dessus, nous, on a décidé de partir sur un 80-20. Il y a des boîtes dans lesquelles c'est du 100-0. Enfin, tout existe, tout est possible. Une fois de plus, tu retouches à la question que posait Jocelyn, quel type de comportement est-ce que tu veux pousser? Nous, il y avait quelque chose d'assez important, c'est que l'existence du collectif faisait partie de l'ADN de la boîte et de la culture commerciale, donc on voulait le garder, c'était sûr et certain. On voulait cependant en limiter son impact. On a choisi le compromis à 80-20. Il faut savoir que aussi, si jamais tu supprimes ton collectif, tout ce que tu peux solliciter en relais pendant les vacances, tu peux prendre mon pack, je suis absent cette semaine, etc. Tu kills ces comportements. Je pense que c'est important de le maintenir aussi parce que c'est ce qui vient... l'appartenance et l'existence en tant qu'équipe peut avoir beaucoup de vertus. Donc, voilà. On a jugé les 80-20, on s'est posé la question du 90-10. J'ai pas d'énorme conviction entre les deux. Je pense que l'impact est quand même assez limité entre ces deux options-là. À 70-30, tu commences à peser et t'éloigner un peu plus des pratiques marché sur ce qui se fait. Sachant qu'en général, ce qu'on voit en termes de benchmark, c'est que plus tu es sur des rôles commerciaux, plus tu vas avoir tendance à avoir une part forte sur l'indiv. VS, plus tu es sur du rôle client, plus tu vas voir couramment une part collective qui va peut-être prendre un peu plus de place, même si je suis d'accord avec Diva sur le fait que c'est quand même bien d'avoir une belle part individuelle parce que l'objectif, c'est d'arriver déjà l'individu et ensuite, effectivement, le collectif. Top. Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions, pile à l'heure. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous aurez accès au replay dans les prochains jours. Et voilà, merci Jocelyn, merci Diva pour votre participation. C'était super intéressant d'avoir vos retours. Et voilà, très vite tout le monde. Bonne journée, bonne fin de journée plutôt. Merci beaucoup. Au revoir.